Donc là, on est dans la petite noyeraie. Donc c'est un sol où il y avait 1,4 de matière organique, puisque c'est le sol où on a vu les deux analyses de sol, il y a 10 ans et l'année passée. On est venu planter des noyers. Donc là, il y a à peu près il y a 80 noyers à l'hectare. Les espacements, c'est 10 par 12. Et il y a à peu près 4 ans, on est venu planter des arbustes, 5 ans peut-être, entre les noyers, pour mettre un petit peu de diversité, un petit peu là sur le modèle, comme on voyait hier, de biodiversité Amis du Verger des Villeneuve-Thermes. En 2000... Donc là, c'est une parcelle qui est sans irrigation et qu'on a commencé à cultiver à partir de 2017. Les premiers apports de matière ont été faits, on va dire, automne 2016. Donc ça, c'est vraiment, et ça c'est le broyat de déchets verts. C'est vraiment, ça c'est la ressource qui vient des déchetteries, de la plateforme de compostage, et qui est vraiment ça qui a transformé nos sols, quoi. Donc si on... mais ça c'est toute la couche que tu as mise. Eh oui. Bon, on va voir. Ça se voit très bien. Hein. Donc là, et surtout en bord de planche, des fois, vu qu'il y a des fois quand il y a un peu d'herbe qui pousse, des fois je viens avec le godet remettre un godet de broyat. Donc c'est vraiment là où il y a le plus de matière. Mais on voit, là on se rapproche après du sol tel qu'il était, quoi. Là, il a bien évolué, mais... Donc ça a été rapide pour que ça se mélange, quoi. Ça se digère très vite. Ça se digère très vite. C'est là où tu avais mis combien de centimètres? Plusieurs fois 10-20 cm. Les fréquences à peu près, tu sais? C'est... Je pense que sur cette planche-là, il y a peut-être eu 3 apports massifs. Donc là, on... Ouais. C'est difficile parce qu'après, il y a tellement de planches, il y a tellement de... Le temps passe et puis je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Après, donc là, sur les analyses de sol qu'on avait fait, on avait vu qu'il y avait plus de 8%. Et donc là, par rapport à ma teneur en argile qui est de 30% du sol, et ben là, on va avoir plus de 28% le rapport matière organique argile. Et ce qui fait que finalement, on a quelque chose qui se tient, quoi. Et là, j'ai pris ici, mais en fait, c'est là où le tracteur est passé plein de fois. Donc là, c'est quelque chose qui a été tassé, ça se voit. Mais même tassé, on voit par exemple encore des vers de terre. Et au final, la structure, même si elle est tassée, elle n'est pas compacte. S'il y a quelqu'un, si vous voulez, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent. En fait, dessous, en bas, on a plutôt la terre. Ouais, et après, on a la matière organique qu'on a mis en haut qui s'incorpore et qui noircit tout le profil. Mais il y a même des fois des bouts de calcaire un petit peu dans l'argile, quoi. En fait, où dans la roche calcaire, il y a de l'argile qui se dépose, quoi. T'as une terre avec de la profondeur là? Pas trop. Pas trop. Si on continue à creuser. Là, on n'est pas venu avec là-bas, avec le tractopelle, on est arrivé quand on a fait des trous à, je sais pas, peut-être 70 de profondeur. Là-bas en bas de la parcelle, on est presque à 2 mètres. Donc c'est quand même assez profond, mais sur la parcelle là-bas, on n'a que 30-40 cm. Et là, tu as apporté que des déchets ligneux ou aussi des déchets verts? Ça, c'est du broyat de déchets verts, en fait. Il n'y a pas de feuilles, enfin de... Si, il y a tout. Là, il y a des feuilles, des tontes, etc. Mais en fait, tout ce qui est... azoté, c'est déjà... Ouais, géré, ça c'est déjà mangé. Du coup, il ne reste plus que les bouts de bois, quoi. D'accord. Il y avait un mix, quoi, ouais. Et donc, si je prends ici, où il n'y a pas eu de tracteur qui est passé,
on voit que tout est beaucoup plus grumeleux là. Là, j'ai même pas de... Du coup, là, c'est la combienième saison que tu plantes dessus? Euh, 2018, 2019, 2020? bah là, ça va faire 2017, 2018, 2019, 2020, cinquième. Cinquième, ok. Cinquième. Et tu vois une progression Difficile, oui, oui, quand même. Oui, oui, la première année, on avait fait des oignons ici. Bon, c'était pas... Probant. Mais non, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par exemple, l'année passée, il y avait des melons. L'année d'avant, il y avait aussi des melons. Et par contre, bah, l'année passée, on a eu des melons. On avait fait 4 ans de melons. Sur les 2 années, on a fait 4 ans de melons. Mais l'année passée, il n'y a que les 2 rangs du milieu qui ont donné des melons. Alors que l'année d'avant, il y avait un peu les 2 autres rangs du côté. En fait, ce qu'on voit, c'est que les noyers qui grandissent, en fait, et ben, ils font pâtir les cultures de dessous. Donc là, on a réessayé du melon juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et bon, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait pouvoir essayer d'arroser pour voir si ça marche mieux. Mais vu qu'on n'a toujours pas amené d'arrosage, c'est possible qu'on ne le fasse pas. Parce que ce que tu disais, c'est que tu n'arroses pas du tout. J'aimerais bien arroser parce qu'à un moment, quand le sol il va devenir trop sec, ça va être intéressant. Ce sera intéressant parce que les plantes elles souffrent. Et le sol, s'il a plus d'eau, la vie biologique s'arrête, etc. Mais vu qu'on n'a pas de système, je ne sais pas si on va installer un système pour cet été. En tous les cas, ce qui est incroyable de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut arriver à faire pousser sans irrigation. Même si on voit de plus en plus les limites du sans irrigation, et qu'avec un petit peu d'arrosage, on pourrait faire énormément plus, mais c'est quand même incroyable de voir tout. En tout cas, moi, je suis surpris de voir tout ce qu'on arrive à faire pousser sans arrosage. Jamais mettre d'eau, hein, ce que tu Non, j'en ai pas. jamais. Ouais, ok. Donc là, c'est réglé. Et là, par exemple, si on voyait par exemple, des systèmes de concurrence, c'est quand même assez incroyable de voir là, autour du pêcher, Donc là, c'est l'eau. les oignons, quoi. C'est l'eau. Et moi, j'ai du mal à croire que ça puisse être l'eau pour des oignons qui ont été plantés. Là, il y a toujours eu de l'eau dans le sol, là, pour le moment. Là, c'est certainement le soleil. Là, Et là, peut-être que l'hiver, c'est plus le soleil, et l'été, c'est peut-être plus l'eau qui manque. Et donc là... Il y a combien de pluviométrie à peu près annuelle dans tes terres, enfin, sur ce lieu? Ça doit sûrement jouer après. Aussi. À peu près 700 mm. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est des régions où il y a plus de pluie aussi stockée, on va dire, je pense. Mais là, si on regarde le sol, il est humide, hein, il y a de l'eau. Hein. Oui, on voit que ça garde l'humidité. T'as jamais apporté autre chose que le broyat en plusieurs fois en fait, depuis 2016? Sur cette parcelle, on a peut-être amené à un moment des feuilles de noyer. Il y a les feuilles qui tombent naturellement. Il y a les feuilles qui tombent naturellement. Mais là, c'était carrément des bennes de feuilles d'un voisin qui voulait les brûler. Du coup, on les a récupérées. T'as mis du fumier aussi sur ce terrain? Non. En termes de fumier animal, on en a vraiment très peu. On a quand on cure là où il y a les chevaux, mais ça fait peut-être 2 mètres cubes par an et ça finit dans un potager. Mais c'est vraiment... et là, il n'y a rien qui est arrivé d'animal en fait. Mais plus pour les... J'ai vu dans le tracteur, dans le godet, là, il y avait ça, c'est plus du compost plus mûr. Ah oui, ben alors là, de plateforme aussi, mais là c'est la première fois qu'on achète du compost pour différentes raisons. pour les semis peut-être. Ou pour des semis directs et pour du repiquage parce que c'est quand même pratique, quoi. Si tu penses qu'il y a peut-être un facteur de luminosité, ce serait pas judiciable d'avoir des allées un peu plus larges? Ou les uns plus éloignés peut-être. Ouais. Enfin, les mêmes rangées mais avec un peu plus de largeur. Sur l'espacement entre les arbres, ah bah c'est l'après-coup de dire, en fait nous on a planté des noyers avec les espacements les plus larges. On a planté le porte-greffe des noyers, c'est Regia.
traditionnel, porte-greffe traditionnel, et la variété qui a été greffée, c'est Franquette. Et donc pour avoir une noyeraie, pour que ce soit considéré comme une noyeraie, il ne faut pas moins de 80 arbres hectares. Donc 80 arbres hectares, ça fait 10 par 12, et ça fait ça. Donc nous, on a planté une noyeraie au début, et ça permettait d'avoir des aides à la plantation. Et puis du coup, puisque c'est classé comme noyeraie, on a pu avoir des aides à la conversion en bio, et les aides au maintien en bio. Bon, maintenant tout ça c'est terminé, mais du coup, il nous reste plus que cet espace-là. Et effectivement, cet espace-là, ça me paraît vraiment trop petit pour imaginer un système verger, maraîchage sur du long terme, puisque là, ça va vraiment se fermer et les noyers vont se toucher assez rapidement, quoi. Ils ont quel âge du coup? Bah là, ils ont 10 ans. C'est long. Et en termes de. C'est un chiffre d'affaires aussi, la noyelle. Bah pour le moment, ça faisait rien, mais là, c'est en train de commencer à produire. On a fait, je crois, 200 kg, 500 kg, et je ne sais pas combien on va faire cette année, quoi. Et ça peut compenser l'arrêt après du. Absolument, oui. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, le terrain était très pauvre ici. Du coup, quand les techniciens de la COP Cerno qui m'ont... Du coup, j'ai fait partie de la COP Cerno pour avoir des aides à la plantation. La projection de production sur le sol tel qu'il était il y a 10 ans, c'était 1 tonne de noix à l'hectare max. Avec le maraîchage du coup, qui a pu financer aussi les apports de matière, maintenant on a une telle fertilité sur la parcelle que peut-être qu'on pourra faire 2 tonnes, 2 tonnes et demie, 3 tonnes de noix. Donc ça peut compenser, et puis après on pourra avoir des bêtes, mais ça... En fait le système est dynamique, quoi. Donc là, on peut commencer avec des légumes, planter les arbres, et puis après, mais c'est vrai que si on garde ces espacements-là, à un moment, ça, je pense que ça va plus être possible. Ou sinon, ça pourrait être possible que sur de l'ail, quelque chose qui soit un petit peu à... quand les noyers n'ont pas de feuilles, qu'est-ce qu'on peut y faire pousser? Le blé. Ouais, mais le blé, sur des petites surfaces, c'est difficile d'en vivre, quoi. On va récolter après, ouais. Oui, il faut trouver des vivaces qui puissent survivre et qui soient rentables. Je cherche, hein. Mais c'est là où on voit un petit peu les limites d'une agroforesterie, mais ça dépend vraiment le type d'arbre. J'aurais mis des pêchers, c'était bien différent que le noyer. Le noyer, c'est vraiment ce qui va être le plus grand, et c'est vrai que je serais plus maintenant à les mettre, si je devais projeter un système, au moins à 25 mètres, quoi. 25 ou 30 mètres entre les... 30 mètres, ce serait pas mal, quoi. Si c'est du noyer, quoi. Alors, on le voit par exemple dans des systèmes classiques où c'est entouré d'arbres avec différentes essences, mais qui ont une hauteur assez importante comme un chêne. Les bords comment dire, de parcelles souvent sont de moins en moins productifs aussi, plus l'arbre grandit, quoi. Donc, C'est ces effets-là, quoi. Il faut bien faire l'éloignement, il faut bien calculer son éloignement avec... C'est là où la logique d'Hervé Covès sur les mycorhizes, ça pourrait peut-être pallier un peu à ces phénomènes-là. Et les petits fruits qui aiment bien les bords de forêt, justement, comme... Est-ce que ça pourrait être une solution? On pourrait très bien mettre plein de... Alors, à la place des noyers? Non, en strates. Ici, quoi. au milieu? Oui. Ah oui, oui. Mais après, c'est plus pour les circulations et l'entretien, quoi. C'est toute la logistique où là, ce qui est compliqué, c'est que là, on arrive encore à passer avec le tracteur, mais dès qu'on ne peut plus passer, après, c'est comment on entretient, et ça devient beaucoup plus compliqué. Là, on est en train d'essayer de, même si on n'aime pas faire trop ça, mais couper les branches des noyers là, pour les faire monter haut. Et si j'avais anticipé, on les aurait formés beaucoup plus tôt, vraiment en axe, quoi. Et là, vu que le sol était peu fertile au début sur la prairie, le conseil c'était de les mener en gobelet. Parce qu'apparemment, quand le sol est pauvre, c'est comme ça que, s'il y a peu de ressources, c'est comme ça que l'arbre s'en sort mieux s'il est taillé en gobelet plutôt qu'en axe.
Mais finalement, Et au niveau de l'implantation aussi dans le système racinaire, on peut faire des choses aussi des fois pour que ça parte pas trop. ah bah là le problème c'est que oui, justement quand on apporte du broyat, bah, les noyers ils vont venir manger là parce que c'est facile. Il y a des techniques, je pense, qui existent où tu Ça peux. dépend peut-être du porte-greffe là. En termes de plantation, peut-être que tu. Mais au niveau de la plantation, tu peux. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait ou couper les racines en passant une lame. Mais si on passe une lame, on va couper les racines, on va couper aussi les systèmes mycorhiziens. Mais bon, ça oblige le noyer quand même à plonger, c'est quand même intéressant. Ou sinon, après, on peut avoir une stratégie d'essayer de mettre des couverts. Parce que si on met un couvert d'hiver, le noyer il est un peu au repos. Si quand il se réveille au printemps, bah, il y a ça de végétation qui a tout colonisé un petit peu le sol, bah, là il va être forcé à plonger. C'est une autre stratégie. Donc ça peut être intéressant aussi. Tu désherbes ici? Alors là, sur cette planche-là, on a fait au total, je pense sur les 2 planches, avec le reste, peut-être 1 heure et demie de désherbage maximum. Grâce au couvert, enfin au couvert de matière organique Oui, en fait, là ce qu'on a fait, en fait, l'année passée, il y avait des melons. Les melons étaient sur bâche. Donc à l'automne, là, on les a plantés, je crois, fin novembre, début décembre. Donc on a enlevé la bâche. Et quand on a enlevé la bâche, on s'est retrouvé avec un sol quasiment à nu. Et puisque la bâche était là depuis 2 ans, il n'y avait plus aucune vivace. Donc après, on a mis nos bulbilles d'oignons aux espacements qu'on souhaitait. Donc là, on a fait un espèce d'outil là, qui poinçonne un petit peu, comme ça on voit exactement les espacements. Donc là, on a à peu près 60 bulbilles par mètre carré. 50, 60, ça dépend un petit peu quel... T'as remis du broyat entre deux? Entre la bâche et la plantation? Ou ça, c'était le résultat juste après quand t'as retiré la bâche? Non, quand j'ai retiré la bâche, il n'y avait vraiment plus rien. Donc ça a permis vraiment de mettre les bulbilles dans la terre. Ouais. Le cul dans la terre parce qu'on poinçonne le sol, on met les bulbilles. Ouais. Et après, par contre, je suis venu avec le tracteur béner du broyat par-dessus les bulbilles. Et là, on l'a réparti avec un croc et on essaye d'en laisser 10 cm, 10-15 cm, c'est à peu près ce qu'on laisse. Et donc du coup, l'apport de broyat permet de couvrir la terre et d'éviter la levée de plein d'autres adventices. Parce que 10-15 cm de broyat, il n'y a pas grand monde qui passe ça, surtout en plein hiver. Et la bulbille est totalement recouverte. Par contre là, on a des bulbilles qui font ça. Et la bulbille d'oignon comme le cailleux d'ail a la puissance de passer le mulch. Le fait, tu poinçonnes manuellement, ouais. Manuel. La bulbille se coince dans un espace, on va dire. Le fait que tu passes avec le croc, ça bouge pas trop le bulbille. Non, parce qu'on essaye de ne pas racler. Il faudrait vraiment imaginer, on a un sol nu, on vient poinçonner. La bulbille d'oignon, elle se retrouve le cul dans la terre, 1-2 cm. Et puis après, le broyat, il est par-dessus, mais on racle jamais avec le croc jusqu'à la terre. Donc on essaye d'en mettre 10, mais des fois, c'est plus 15 pour éviter d'avoir des soucis à racler, quoi. C'est pas assez meuble pour enfoncer directement avec le doigt. Oui, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, les sols deviennent plus souples et ça devient de plus en plus possible de faire ça. Après, le poinçon, c'est pour faire l'espacement et gagner du temps, je pense. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un côté pratique du côté de poinçonner. Mais après, on peut les mettre directement à la main. Après, là, sur le fait de les mettre directement à la main, là, on est passé en planche permanente. Et donc ça facilite énormément le fait de pouvoir les mettre à la main, alors qu'à un moment, on travaillait sur des planches de 3-5 mètres. Et donc, c'était vraiment en plein, il n'y avait pas de passe-pied. Et là, ça faisait qu'on marchait sur la planche. Et donc là où on avait marché, eh ben, c'était difficile de venir mettre la bulbille à la main sans plantoir pour poinçonner en fait. Vous avez essayé la culture d'oignons sur bâche avec des trous? Oui. Ça donne quoi par rapport à ça? Eh ben, l'année passée, on avait eu un meilleur rendement que sur les oignons comme ça.
Mais les oignons comme ça, ils étaient faits là-bas l'année passée. On a eu pas mal de problèmes de pourriture. Ouais, c'est plus profond, mais ça garde peut-être plus l'humidité aussi en contrebas là-bas. Ouais, je pense que le lieu était pas peut-être moins bien. C'est trop, j'ai pas assez de recul pour vraiment juger. En tous les cas, ce qui était vachement pratique au niveau de la bâche pour la récolte, c'est qu'au fur et à mesure qu'on roulait la bâche, il y avait tous les oignons qui sortaient. Du coup, il n'y avait plus qu'à récupérer les oignons. Puisque la bâche était comme ça, c'est comme si on roule la bâche et à chaque fois qu'on roule, tous les oignons se retrouvent. Donc c'était quand même intéressant sur ce point-là. Tu laisses toujours un passage pour le tracteur? Oui et non. Pas sur toutes les plateformes, tu fais selon le cas. Là, on a un passage sur le tracteur. Là, par exemple, à côté où il y a les tomates, il y a potentiellement un passage, mais là, je ne peux plus y accéder, quoi. Ouais, tout est bâché. Tout est bâché et en plus, on a mis les espèces de structures métalliques, donc Ça passe pas au-dessus. non. Donc c'est là où après, en termes de... Des fois, on peut vraiment condenser les productions. Là, on va avoir des noix, des oignons. Peut-être que là les filles, elles sont en train de ramasser de l'échalote et de l'ail et on est en train de ressemer des betteraves. Donc et là, il va y avoir des melons, peut-être. Donc on peut produire énormément, mais après, la question, c'est vrai que des fois, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre des melons là, par exemple? Là, la difficulté, c'est que ça va être la récolte des melons. S'il faut tout sortir à la brouette, c'est gênant. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un accès au tracteur ici au moins pour pouvoir extraire les melons et là. Et sans les porter sur trop longtemps. Et tout ça, c'est les questions logistiques où c'est bien d'y penser et on y pense de plus en plus, surtout après avoir beaucoup porté longtemps parce qu'on n'y avait pas pensé les années précédentes, quoi. Ça a combien de longueur à peu près là, en moyenne? Là, c'est à peu près des planches de 100 mètres. Ouais, c'est très long. Hein. Bah, c'est ce que beaucoup trouvent, ouais. Ouais, dans la... Ouais, ça... Je trouve ça plus simple de planter, de récolter sur des planches plus courtes. Bon, moralement, après, Bah, tout dépend. C'est vrai que si... c'est efficace comme ça. Mais si tu passes 1 heure pour désherber tout ça, ça va, tu as l'impression d'avancer vite, quoi. S'il y avait beaucoup... Mais au niveau de la plantation où c'est plus lent, effectivement, il ne faut pas trop regarder... Après, c'est des façons de penser. Hein. Après, c'est surtout... Je pense que je referai pas spécialement comme ça, hein. Moi, ça me découragerait. Mais tout dépend, en fait, je veux dire, la longueur de la planche, ça dépend vraiment de quel type d'outil et quel niveau de mécanisation vous êtes, quoi. Comment on apporte la matière? Est-ce qu'on l'apporte à la brouette? Est-ce qu'on l'apporte au tracteur avec un godet? Est-ce qu'on a un godet décileur? Est-ce qu'on a un épandeur? Et en fait, si tu as un épandeur, tu peux faire des rangées super longues, quoi. En tous les cas, là, en termes d'épandage de matière, après, on est toujours la même réflexion pour toutes les opérations, quoi. Est-ce que tu constates que le sol digère plus vite le broyat que tu mets avec le temps, avec l'accélération de la vie microbienne, etc. La logique voudrait que oui. Donc je suis biaisé par le fait que je pense que c'est comme ça, donc je vois ça, quoi. Mais et du coup, il faudrait que je sois vraiment rigoureux dans la mesure pour vraiment répondre à la question. Sinon, là, c'est mon ressenti et je vais dire oui, mais j'ai pas mesuré. Ce qu'on voit là disparaît chaque année, totalement. Quand tu dis que tu retires la bâche et qu'en dessous, il n'y a plus rien, le sol nu, tu mets tes oignons, ça veut dire que ça a été... Ben là, par exemple, ce que j'imagine faire, ou ce que je pourrais faire, c'est là, après les oignons, on va peut-être mettre des betteraves. Mais si j'ai pas d'arrosage, c'est pas sûr que j'arrive à faire partir mon semis de betterave s'il pleut pas. Donc c'est là on voit la limite du non-irrigation sur une parcelle. Donc imaginons que je fasse des betteraves. Après les betteraves, imaginons que je mette un couvert d'hiver. Au printemps, je viens broyer mon couvert et je pourrais remettre cette bâche-là
Comme ça, j'ai pas trop de logistique à faire. Et j'ai déjà des trous pour mettre des courges, des melons ou des pastèques. Et là, du coup, si je mets une bâche et que du coup, je sais que quand je mets la bâche, imaginons que j'ai mis 15 cm. Maintenant, quand je mettrai la bâche, il n'y en aura plus que 12 ou 10. Si j'ai 10, quand je mets la bâche, peut-être que j'arrive à faire encore 2 années de culture. Et comme ça, je mets ma bâche et je fais 2 années de melon, pastèque, courge ou... En fait, quand tout est mangé, tu réalimentes. Voilà, c'est ça. En fait, l'important, c'est qu'il y ait toujours à manger sous ma bâche. Et là, en termes de logistique, on voit que la manutention de la bâche, c'est fastidieux. Donc, si on arrive à bouger les bâches tous les 2 ans au lieu de tous les ans, c'est déjà ça de gagner, quoi. En termes de vie du sol et de gestion de l'eau, de gestion de l'enherbement, de tout, en fait, je préfère les bâches d'ensilage. Je trouve que c'est vachement mieux pour le sol. Alors c'est bizarre parce que contre-intuitivement, quand j'ai acheté mes premières bâches, j'ai pris des bâches tissées parce que je me souciais que l'eau de la pluie puisse rentrer sur la parcelle, que l'air puisse aller dans le sol. Et en fait, avec les bâches d'ensilage, ça marche très bien. Et là, on a des endroits où on a laissé les bâches d'ensilage pendant 3 ans. C'est la 3e année sans les bouger. Et pourtant, il y a de l'eau qui est sous la bâche. Il y a toujours des endroits où l'eau s'infiltre et rentre sous la bâche. Et après, j'ai l'impression que ça chauffe et du coup, ça chauffe et du coup, il y a comme un cycle de l'eau qui se crée sous la bâche et qui fait que ça rehumidifie tout le sol sous la bâche. Ouais, ça condense et ça fait vraiment un cycle comme ça. Et pour moi, on voit les plantes, c'est vachement mieux, en tous les cas, sur des systèmes sans irrigation, d'avoir des bâches d'ensilage que d'avoir des bâches tissées, quoi. Par contre, la véritable contrainte, c'est que là, les bâches d'ensilage, c'est de la récup, du coup c'est bien parce que c'est gratuit, mais en termes de dimension, de manutention, c'est beaucoup moins pratique que les bâches tissées qui peuvent se dérouler beaucoup mieux, qui sont plus standardisées, parce que c'est de la récup. Si c'était du neuf, ce serait différent, quoi. Une question très technique, comment tu fais tes trous dans les bâches? Là, c'est un brûleur. En fait, c'est du gaz qui vient chauffer un fer. Et quand le fer est chaud, il brûle, ouais, il thermoperce un opercule où tu peux faire différentes formes, quoi. Je vous montrerai la machine, quoi. Pour revenir sur l'alimentation que tu fais sur le sol, est-ce qu'à un moment donné, tu ne l'alimenteras plus du tout et tu penses qu'il sera à l'équilibre et que tu n'auras plus du tout besoin de faire ce réapport? Ou tu seras toujours dans ce système-là où il faudra tous les 2 ans réalimenter? Là, tant que j'apporte des quantités comme ça de matière, je fais augmenter mes taux de matière organique dans mon sol. Jusqu'à quel point c'est pertinent, j'en sais rien. À un moment, si je décide d'arrêter et que la fertilité, là j'en ai beaucoup. Je pourrais faire des salades pendant des années et des années sans avoir à apporter, je pense, des minéraux pour nourrir ma salade. Mais le problème, c'est vraiment la structure de mon sol. S'il n'y a plus de matière organique en surface, du coup, s'il n'y a plus ces bébêtes qui viennent chercher cette matière et qui vont décompacter mon sol, la gravité va faire que ça va se tasser. Donc après, il va falloir au moins apporter un petit peu de matière organique pour nourrir une activité biologique suffisante pour maintenir la structure de mon sol. Mais peut-être que les feuilles des noyers, les racines des noyers, les résidus de culture et si je fais des couverts, ça suffira. D'accord. Et là, c'est pas parce que tu utilises la bâche que tu es obligé d'avoir le broyat aussi, ça n'a pas de relation. Parce que si tu mets la bâche sur un sol qui est moins couvert, on va dire, qui serait plus un sol, enfin, il faut jamais que ce soit nu, mais... La bâche va accélérer le phénomène de décomposition de la matière, parce qu'en été, là, on se trouve dans des conditions vraiment optimales, température, humidité. Si, par exemple, là, après cette culture, imaginons que je mette un couvert d'hiver, je vais du coup avoir des racines actives et je vais produire de la biomasse là qui va structurer mon sol et apporter de l'énergie dans mon sol. Il va y avoir de l'énergie et ça va structurer. Si
si je fonctionne avec une bâche d'ensilage que je laisse pendant 2 ou 3 ans, pour éviter de faire de la manutention, et ben du coup je vais pas faire de couvert d'hiver. En fait, le problème de la bâche, c'est juste que la manutention étant chiante, je préfère des fois laisser ma bâche 2 ans et du coup ne pas profiter de la saison d'hiver pour faire un couvert parce que juste c'est trop contraignant de bouger la bâche. Mais du coup, c'est moins bien agronomiquement, mais c'est plus... Au moins, c'est durable pour qui... Tu disais qu'en dessous, le sol n'était pas plus sec, Ouais. mais que ensuite, je sais pas, en contrebas, est-ce qu'il peut y avoir des effets d'accumulation d'eau ou... C'est super drainant là. J'ai aucune érosion, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est vraiment quand il pleut, on voit sur les chemins, l'eau elle s'infiltre pas dès que c'est tassé, et là il n'y a rien. En fait, on avait mis les rangées d'arbres au début comme ça, un peu sur le modèle des keyline pour éviter toute érosion. Mais en fait, dès que vous faites ça, vous pouvez mettre vos rangées en plein dans la pente, il n'y a aucun souci. Il peut pleuvoir ce qui pleut, toute l'eau s'infiltre, il n'y a aucun souci, quoi. Donc là, toute l'eau qui tomberait là, si finalement il y en a plus, il n'y a pas tout qui s'infiltre, mais que ça descend un peu vers le noyer, au niveau du noyer, s'il y en a beaucoup, ça va descendre et puis c'est pas un problème.